Monsieur le Premier ministre, bonjour et merci d'être venu commenter l'actualité à Canal+ pour samedi 1 h, au terme d'une semaine assez chargée, sinon explosive. Il est vrai que le temps en politique, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, c'est un temps qui est plutôt à l'orage, mais tous ceux qui vous ont observé ou qui ont écrit sur vous disent que vous ne détestez pas les tempêtes. Impression renforcée après la lecture du livre... Je ne les recherche pas systématiquement, n'est-ce pas? D'accord. Impression en tout cas renforcée après la lecture du livre que François-Olivier Gisbert vient de vous consacrer sous le titre Jacques Chirac et qui, dans le domaine du document, de la littérature politique, est un des événements de cette rentrée. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ce portrait. L'auteur, lui, avoue franchement sa perplexité. Après vous avoir suivi, entendu, observé pendant plusieurs années, il conclut en substance: Jacques Chirac reste le plus mystérieux des hommes politiques français. Il sait encaisser, récupérer, rebondir, mais vers quel destin? Avec un point d'interrogation. Monsieur le Premier ministre, si vous le voulez bien, commençons par ce livre, parce qu'on aimerait bien savoir, il est lu par beaucoup de monde. On a découvert un Jacques Chirac finalement beaucoup plus sympathique que ce que vous laissez découvrir dans le public. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce livre? Il vous a fait du bien ou du tort? Ça, je n'en ai aucune idée. Il est très bien écrit, sans aucun doute. Gisbert a une excellente plume. Je suis probablement le plus mal placé pour juger du fond, et je m'abstiendrai donc de tout commentaire, laissant aux lecteurs le soin d'apprécier eux-mêmes. Et quant à l'impact qu'il peut avoir sur mon image, comme vous dites, je suis également, comme Gisbert, mais dans un autre domaine, un peu perplexe. Quand on parle de vous en général, est-ce que vous avez l'impression que les gens vous connaissent, que le public connaît le vrai Jacques Chirac, ou lorsque vous lisez les journaux, vous piquez des colères de temps en temps, en dehors de toute politique? Dans les colères, je suis vacciné, n'est-ce pas? Ça m'est arrivé. Mais j'ai maintenant acquis une certaine sérénité à l'égard de ces phénomènes. Non, j'ai effectivement l'impression d'être peut-être mieux connu là où je suis le plus présent. Dans mon département, en Corrèze, ou dans une certaine mesure à Paris, où j'observe d'ailleurs que les commentaires faits sur moi ne sont pas toujours exactement les mêmes que ceux qui sont faits dans d'autres régions. Par exemple, qu'est-ce qui vous déplaît à Paris par rapport à ce qui se passe quand vous êtes en Corrèze, où on vous sent effectivement à Paris, beaucoup mieux? À Paris, rien ne me déplaît. J'aime beaucoup Paris. Et je m'y sens tout à fait, si j'ose dire, en liberté, comme également en Corrèze. Et j'ai l'impression de connaître maintenant les problèmes, les hommes, les femmes, les difficultés, les espoirs, et donc de me sentir en quelque sorte sur la même longueur d'onde. Question des téléspectateurs de Canal+ posée par l'intermédiaire du Minitel, qui concerne donc Jacques Chirac sur le plan personnel. Nous avons beaucoup de jeunes dans notre auditoire, et donc on vous repose une fois de plus des questions sur Madonna, sur le rock'n'roll, sur la musique. Alors déjà, on vous demande si vous feriez exactement pour Michael Jackson ce que vous avez fait pour Madonna. D'abord, est-ce que vous connaissez Michael Jackson? Je ne connais pas Michael Jackson, et je ferai naturellement la même chose. Comme d'ailleurs pour Johnny Hallyday, je l'ai fait, ou pour d'autres. Ce sont des artistes de très grand talent qui aiment la jeunesse et tout ce qui peut leur faciliter l'expression de ce talent et tout ce qui peut permettre aux jeunes en France de les voir, de vibrer, de les connaître est bon, et c'est la raison pour laquelle je le fais chaque fois que j'ai la possibilité de le faire. Bien sûr que je le ferai pour Michael Jackson. Alors, d'autres téléspectateurs trouvent que vous avez un intérêt subi pour la jeunesse et vous demandent si vous suivez les conseils de votre fille Claude fidèlement et si ce n'est pas un petit peu démago. On peut toujours prêter des arrière-pensées aux uns et aux autres, et je ne veux pas polémiquer. Il y a bien longtemps que j'aime la chanson, notamment la chanson française, étrangère également. Et c'est aussi la raison pour laquelle, probablement depuis fort longtemps, j'y ai d'excellents amis. Monsieur le Premier ministre, donc, comme tous nos autres invités, vous nous avez apporté 2 photos. La première photo, c'est une photo en compagnie de votre père, une photo jeune. Vous avez aux environs de 17 ans. Oui, 18 ans, je pense, oui. C'est une photo à laquelle je tiens parce que c'est une des rares photos très intimes qui me restent, où je suis avec mon père, pour qui j'avais beaucoup d'admiration et d'affection, et j'ai toujours eu le sentiment qu'il se passait quelque chose entre lui et moi dans cette photo, bien que nous ne nous regardions pas.
Et c'est pourquoi je vous ai apporté cette photo, puisque vous me demandiez quelque chose auquel j'étais attaché. Qu'est-ce qui vous a apporté? On ne va pas vous demander de raconter votre vie. Je sais que en plus, vous n'êtes pas un homme qui se livrait comme ça facilement devant les caméras de télévision, d'où notre travail difficile. Mais votre père, c'était qui, quoi pour vous? C'était un homme qui avait beaucoup d'ouverture d'esprit, mais une certaine rigueur, c'est-à-dire qui était attaché à certains principes qui étaient les siens et qui, à ce titre, était très enraciné dans une terre que j'aime, qui est la terre limousine. Et à ce titre, il m'a influencé sans aucun doute. Deuxième photo, alors là on vous retrouve un peu dans vos fonctions avec Lech Walesa. Lech Walesa, c'est un symbole pour vous? Oui, c'est un symbole. C'est un homme que j'ai rencontré à plusieurs reprises et qui m'a beaucoup impressionné par son charisme naturellement, par sa sensibilité, par cet extraordinaire courage, frisant l'inconscience parfois, dont il a fait preuve pour affirmer une certaine idée des droits de l'homme, quelles que soient par ailleurs les circonstances. Et cela mérite sans aucun doute une grande admiration et beaucoup de respect. Monsieur le Premier ministre, vous êtes avec nous pour commenter l'actualité de la semaine. Nous sommes dans un monde où ces droits de l'homme sont contestés de façon brutale, respectés dans un certain nombre de pays, contestés dans d'autres. Il y a une profonde injustice à ce sujet. Et donc tout ce qui peut conduire à une amélioration de la situation est profondément nécessaire. À ce titre, Lech Walesa a fait beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler, Monsieur le Premier ministre, dans la partie de l'actualité internationale. Pour l'instant, on commence par la politique intérieure. Le monde entier attend les remèdes. 3 semaines après le début de la crise, la bourse est toujours malade. Les monnaies ont été contaminées. Le dollar plonge. Jeudi, pour ne pas être emportée par la tourmente, l'Allemagne cède dans le bras de fer qui l'opposait aux Américains. Elle baisse ses taux d'intérêt. Un mouvement accompagné en France par une hausse de nos taux. Notre objectif est clair. Il faut maintenir la stabilité monétaire dans le cadre du système monétaire européen. Notre objectif est également clair. Il faut maintenir les acquis de notre politique de redressement financier. Je voudrais mettre en garde chacun contre un pessimisme exagéré. Mais tout n'est pas rose. Le principal problème demeure, l'Amérique est indécise. Les négociations sur la réduction du déficit budgétaire n'ont toujours pas abouti. Je suis ni un bandit, ni un voyou. Je n'ai pas vendu d'armes et je vous demande de me respecter. Et c'est mon droit. Voilà ce que vous faites. Vous faites mal votre métier. Charles Hernu craque avec la nouvelle affaire des ventes d'armes à l'Iran. La balle est dans le camp des socialistes qui, pour le moment, manquent de punch pour la renvoyer. Juste avant le week-end dernier, une nouvelle révélation dans l'Express et Le Point sur l'affaire Luchaire. Cette société d'armement aurait livré entre 83 et 85 450 000 obus à l'Iran. Les 2 hebdomadaires qui s'appuient sur un rapport classé confidentiel défense, le rapport Barba, mettent en cause le Parti socialiste dans cette affaire. Il aurait touché des dessous de table. Jean-François Dubos, à l'époque conseiller du ministre de la Défense, Charles Hernu, aurait couvert ces opérations. Les réactions socialistes ne se font pas attendre. Lionel Jospin est premier secrétaire du Parti socialiste. C'est pas vraiment les marchés d'armes, c'est pas son goût vraiment. Alors je ne l'imagine pas, je crois pas que beaucoup de Français peuvent imaginer Jospin finançant le PS avec des ventes de canons. Voilà. Mais moi je suis pour que, puisqu'on est entré dans la saison des affaires de toutes sortes, que la justice progresse et que les Français se souviennent que Paul Quilles, aujourd'hui député socialiste, à l'époque ministre de la Défense socialiste, a saisi la justice sur cette affaire. Et on saura sans doute bientôt pourquoi les rapports qui ont été faits il y a plus d'1 an sortent maintenant et pas plus tôt. Mais... Ce qui paraît dans la presse, et les journalistes sont informés, provient d'un rapport qui a été demandé au contrôleur général des armées. Ce rapport est marqué du sceau confidentiel défense. Pourquoi ce rapport est-il aujourd'hui diffusé sur la place de Paris? Quelles en sont les raisons? Est-ce qu'il y a là derrière une basse opération politicienne? Nous voulons la clarté et c'est pour cela que nous demandons la publication de ce rapport. Et c'est chose faite. Ce rapport, qui n'a plus de confidentiel défense que le nom, est publié intégralement par Le Figaro.
Il apparaît, selon le contrôleur général des armées, M. Barba, premièrement, que ce trafic d'armes a été couvert par des membres du cabinet de Charles Hernu. Deuxièmement, que le patron du contre-espionnage de l'époque, l'amiral Lacoste, avait signalé à François Mitterrand l'existence de trafic de munitions. Le président de la République lui avait alors demandé d'en parler à Charles Hernu, ce qui a été fait. Le contrôleur général des armées n'exclut pas par ailleurs qu'une somme de 3 millions ait été versée au Parti socialiste. D'après un sondage de la Sofres commandé par le Nouvel Observateur, 36% des personnes interrogées estiment que la politique est une activité peu ou pas honorable. 56% pensent que le qualificatif qui désigne le mieux un homme politique est soucieux de son intérêt personnel. Mais pas de clivage, 63% des sondés trouvent que les hommes politiques ne sont pas plus honnêtes à droite qu'à gauche. Je suis bien contente qu'il soit là aujourd'hui, mon Jaco. Je ne le connais pas personnellement. Enfin si, il m'a invité à sa garden party de Matignon. J'ai fait la queue, il m'a touché la main, j'étais ravie, mais ça s'est arrêté là. Je ne le connais pas personnellement, mais je le tutoie dans ma chronique du Monde. Tout comme mon Mimi. Pourquoi? Je ne sais pas. Privilège de l'âge. Enfin, pas seulement, soyons francs. C'est une façon qui me tient à cœur, de remettre les pendules à l'heure dans un pays où la presse essaye péniblement de conquérir le pouvoir, ce quatrième pouvoir qu'elle exerce souveraine aux États-Unis. Tout Premier ministre qu'il est, il m'en impose pas, mon Jaco, parce que moi, à ma petite place, dans mon petit coin, je suis la voix, pas de la France, attention, mais la voix des Français. Je suis l'opinion. Et l'opinion, elle n'a pas bonne opinion de ses politiciens. Vous avez vu dans le Nouvel Obs, 63% d'entre nous, que ce soit à gauche ou à droite, trouvent qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Tous pourris et compagnie. Normal, à la lumière de toutes ces affaires, très utilement révélées par la presse. Tout ce linge sale qu'on a là en période électorale, contrairement à ce qu'on veut bien dire, c'est pas un avatar de la démocratie. C'est son privilège, c'est son devoir. Alors moi, ce que je m'explique pas, c'est l'aveuglement de nos politiciens, de tous bords, devant une opinion qui se sont dégoûtés, grugés, manipulés, et qu'il suffirait de rien pour rassurer. Il suffirait simplement de tenir ses promesses. Je pense entre autres à celle, alors là on arrive au grotesque, de tous les candidats à l'Élysée qui nous disent dès que j'y suis, vous verrez, hein, le bail, je le réduis à 5 ans. Promis juré, tu parles. Mais pour le moment, il y a plus urgent. Il y a d'abord à en finir avec les caisses noires des partis politiques alimentées entre autres, vous savez par quoi, par les Minitel roses. Et puis, interdire le cumul des mandats. Parce que ça, c'est inadmissible et ça ne fait qu'entretenir l'absentéisme parlementaire qui la choque profondément, l'opinion. Alors vous allez me dire, écoute, arrête de l'embêter, ton Jaco. Parce que l'opinion, de sondage en sondage, les politiciens, ils pensent qu'à elle, ça tourne à l'obsession. Oui et non. Ce qu'ils cherchent, c'est leur propre reflet dans les yeux de l'opinion. Mais ils sont sourds à sa voix, la vox populi. Et ça, à la longue, ça ne pardonne pas. Monsieur le Premier ministre, je résume un peu l'édito de Claude Sarraute en vous posant la question de la façon suivante. Selon vous, que restera-t-il dans l'opinion publique de tous ces déballages et de toutes ces affaires? D'abord, je voudrais saluer Claude Sarraute, qui a toujours un dynamisme et un pep tout à fait remarquable, et dont je suis un lecteur assidu. Et ce qui restera, au total, je l'espère, pas grand-chose. Dans la mesure où c'est effectivement, Claude Sarraute le disait, un des privilèges de la démocratie que de permettre de connaître la vérité sur un certain nombre de choses, et notamment sur celles qui sont révélées par ce pouvoir indiscutable qu'est la presse, et que dans les périodes préélectorales, hélas, on a un peu tendance à en abuser. Ça a toujours été ainsi, et c'est ainsi, il faut le savoir, dans tous les pays démocratiques. Alors, ne nous laissons pas trop impressionner. En revanche, les hommes politiques doivent faire attention de ne pas, par leur comportement, alimenter ces polémiques dont tout le monde sort effectivement amoindri. Et quand je dis tout le monde, je veux dire d'abord le pays, vis-à-vis de l'extérieur. Et si nous ne sommes pas les seuls dans cette situation, ce n'est pas pour autant une consolation. Alors si je devais simplement faire une conclusion aux propos de Claude Sarraute, qui sont pleins de bon sens naturellement, ce serait de dire à chaque homme politique, faites attention, notamment aux principaux responsables, faites attention, ne pas alimenter un courant qui n'est
au bénéfice de personne et surtout d'aucun des principes sur lesquels sont fondées la République et la démocratie. C'est pour cette raison que vous faites machine arrière sur l'affaire des ventes d'armes à l'Iran, alors que les socialistes étaient apparemment mal placés pour répondre pour le moment. Mais moi, je ne fais ni machine arrière ni machine avant. Vendredi, votre porte-parole, monsieur Baudouin, a dit que on laissait pratiquement tomber l'affaire, en tout cas qu'on n'irait pas chercher plus loin, qu'on laissait la justice. Monsieur Chirac, je reprends une ou deux déclarations des gens de votre entourage pour voir effectivement ce qui s'est passé pour que vous laissiez un petit peu aller cette affaire. Monsieur Baudouin dit vendredi, on laisse tomber, en tout cas on ne va pas jusqu'à l'Élysée, c'est comme ça qu'on comprend. Monsieur Juppé, 2 jours... C'est une interprétation libre. Hein, si vous le voulez bien. Oui. Monsieur Juppé, 2 jours auparavant, parle d'affaires d'État et le lendemain, plusieurs de vos amis politiques laissent entendre qu'il serait bon que le président de la République s'explique au moins sur cette affaire. Alors, il y a tout de même un changement de cap à plusieurs reprises sur c'est une affaire d'État, oui ou non? S'il y a eu livraison d'armes à l'Iran, contrairement à la politique de la France, alors oui, c'est une affaire d'État et qui exige d'être très clairement portée à la connaissance de l'opinion publique. C'est ça aussi la démocratie. Une enquête est en cours, elle a été, M. Jox l'a rappelé tout à l'heure, elle a pour origine une plainte déposée par le précédent gouvernement, par M. Quilès lorsqu'il était ministre de la Défense. Eh bien, laissons faire la justice. C'est tout ce que je peux dire. Dans une affaire de ce type, qui est une affaire grave, sans aucun doute, hein, puisqu'elle met en cause la politique de la France, l'image de marque de la France, la fiabilité de la parole de la France, il faut aller jusqu'au terme de l'enquête et il faut ensuite que, le cas échéant, les sanctions soient appliquées. Mais tout ceci dépend de la justice qui est saisie. Alors, en grâce, n'en faisons pas par ailleurs un sujet de polémique et notamment de polémique électorale. Laissons la justice faire son devoir. Et y a-t-il eu, dans l'état de votre information, vente ou pas vente d'armes à l'Iran? Je n'ai pas apporté de jugement sur une affaire dont la justice est saisie. Ce que je dis, c'est qu'il y a présomption et que ces présomptions sont suffisamment sérieuses pour justifier une enquête de justice dont je répète qu'elle a été demandée par le gouvernement socialiste lui-même avant de quitter les affaires, puisque c'était, je crois, le 13 mars, dans les tout derniers jours de la fonction de M. Quilès au ministère des Armées. Eh bien, laissons la justice faire son travail, dire ce qu'il en est, et à partir de là, les sanctions, si il doit y en avoir, devront et seront appliquées, bien entendu, et l'opinion publique jugera de l'éventuelle responsabilité des hommes politiques concernés, des ministres. Alors sur un problème qu'on connaît bien, qui est soulevé régulièrement dans la presse, sur l'histoire des fonds secrets des ministères. Vous savez qu'on est un des derniers pays du monde occidental à avoir ces fonds secrets. Est-ce que ça ne vous plairait pas de réformer ces pratiques, vous, Premier ministre, aujourd'hui? Je ne crois pas que le débat ait lieu sur les fonds secrets. Les fonds secrets... Ça fait partie des affaires qu'on a déballées ces derniers temps, l'affaire à propos de... Je crois que vous êtes en train, cher monsieur, de confondre deux choses. Ce qu'on appelle les fonds secrets, qui existent dans tous les pays, qui sont un privilège nécessaire de tout gouvernement, et qui sont d'ailleurs des sommes modestes, et qui n'ont jamais été ni contestées, ni critiquées par quiconque, qui sont d'ailleurs votées par le Parlement. Il n'y a pas de problème, je n'ai entendu personne les critiquer. Ce qui est l'objet d'un débat aujourd'hui, et d'ailleurs depuis fort longtemps, et à juste titre, ce sont les fonds qui alimentent secrètement les caisses des partis politiques pour qu'ils puissent assumer leurs responsabilités, payer leurs campagnes, etc. Ça, c'est un vrai problème. Et nous voyons aujourd'hui, à juste titre, compte tenu notamment de ce que l'on croit savoir, de ce que l'on prétend sur certaines affaires, on voit un certain nombre de gens dire, eh bien, écoutez, il faut que ça cesse et il faut qu'il y ait une plus grande transparence dans le financement des partis politiques, qui, je le dis d'ailleurs en passant, sont en France très pauvres par rapport aux partis politiques dans les grandes démocraties qui nous entourent, notamment par exemple en Allemagne. Alors faire quelque chose qui
améliore l'honnêteté des financements politiques va certainement dans le bon sens. Et je souhaite, pour ma part, qu'après en avoir parlé pendant très très longtemps, eh bien, très ouvertement, une commission parlementaire fasse rapidement des propositions pour savoir comment on pourrait améliorer la transparence, sans se faire beaucoup d'illusions d'ailleurs, car il y aura toujours des financements secrets. Il y en aura toujours, c'est dans la nature des hommes. Mais enfin, on pourrait au moins améliorer la transparence en exigeant en particulier de savoir comment et à quel niveau les différentes campagnes législatives, présidentielles, communales sont financées. Alors, il y a un progrès à faire et je souhaite qu'il soit fait. Et puisque la chose est revenue en force dans l'opinion publique, cela devrait probablement être l'un des points qu'à l'occasion du prochain grand débat national qui se terminera par l'élection présidentielle de 88, eh bien, les hommes politiques concernés puissent donner sur ce point leurs sentiments et prendre des engagements. Vous êtes prêt à vous y engager? Moi, j'ai un certain nombre d'idées sur ces affaires, oui, et je suis tout à fait prêt à participer à ce débat et à faire les propositions qui seront les miennes. Bien, si vous le voulez bien, maintenant, la crise boursière avec la question de notre invité de la semaine dernière, Jean-Louis Servan-Schreiber. La question que je voudrais poser à Jacques Chirac, c'est est-ce que, compte tenu de ce qui vient de se passer sur le plan financier mondial, il peut maintenir tel quel les chiffres du budget de la France pour 1988? Réponse du Premier ministre. Une réponse tout à fait affirmative, sans l'ombre d'un doute. Les chiffres du budget 88 sont fondés sur des prévisions qui n'ont été mises en cause par rien dans le cadre de la crise financière internationale que nous venons de connaître. Les chiffres en matière de croissance, qui sont raisonnables, je dirais même modestes, notamment compte tenu des dernières informations dont nous disposons et des dernières appréciations de l'INSEE qui datent de 48 heures, les chiffres en matière de prix et de poursuite de la baisse de la hausse des prix, si j'ose dire, les chiffres en matière d'exportation sont confirmés jour après jour par toutes les observations économiques, je dirais les plus récentes. Si bien que je ne vois rien qui soit de nature, je le dis à M. Servan-Schreiber, à faire modifier les prévisions du budget 1988. Est-ce que les effets de la crise... Si ce n'est de poursuivre avec beaucoup de ténacité ce que fait le ministre d'État, M. Balladur, l'effort pour rétablir nos équilibres, c'est-à-dire pour diminuer nos déficits et aussi pour diminuer une pression fiscale qui est aujourd'hui encore excessive par rapport à celle que connaissent nos partenaires et qui par conséquent est un peu paralysante sur le plan du développement économique et de l'emploi. Est-ce que la crise boursière va se faire sentir dans notre vie quotidienne? C'est-à-dire, est-ce que vous allez à nouveau parler d'une situation internationale qui empêche le redressement de la France, comme ça a été dit, par exemple, à propos de la crise pétrolière? La crise que nous connaissons aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, n'a pas affecté l'effort de redressement national. Je faisais allusion aux derniers chiffres publiés par cet organisme parfaitement indépendant qu'est l'INSEE, et qui sont tous très favorables en matière de croissance, d'investissement, en matière de prix et en matière d'exportation. Il n'en reste pas moins que si cette crise se poursuit, elle peut avoir sans aucun doute des conséquences, notamment en termes de consommation et d'investissement. Pas directement chez nous, mais là où elle est née, c'est-à-dire aux États-Unis. Et si il y a baisse de la croissance aux États-Unis en raison d'une baisse de la consommation et des investissements, cela peut avoir des conséquences sur les autres, c'est-à-dire sur les Européens, bien entendu, à moins que nous ayons la sagesse d'obtenir de ceux qui ont de forts excédents, c'est-à-dire des Japonais et des Allemands, la décision de se substituer aux États-Unis, affaiblis provisoirement, pour tirer la croissance. C'est-à-dire que si nous arrivons à avoir une bonne coopération et coordination de nos politiques économiques, comme d'ailleurs de nos politiques monétaires, alors ces effets pourront être très faibles, voire nuls. Si au contraire nous n'arrivons pas à coordonner
notamment entre les 7 grands pays industrialisés, nos politiques économiques et monétaires, alors effectivement, ces effets peuvent se faire ressentir. Votre et même pronostic, ressentir votre durement. pronostic. Mais il y a longtemps que nous sommes préoccupés par ces problèmes. Dès que le gouvernement a été formé, M. Balladur et moi-même, nous nous en sommes longuement entretenus, et c'est ce qui nous a engagés à proposer d'abord, puis à obtenir la réunion qui a débouché sur les accords du Louvre, et qui probablement a permis, en tous les cas, de repousser la crise. Et ces engagements pris par les 7 à cette occasion s'avèrent encore insuffisants. Les États-Unis connaissent un vrai problème avec leur lourd déficit à la fois du budget et du commerce extérieur qui perturbe l'ensemble des agents économiques internationaux. Et il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas de coordination de leur politique avec celle de l'Allemagne et du Japon très excédentaire. C'est-à-dire que tout le monde risque d'être victime de cette situation. Donc vous êtes plutôt pessimiste aujourd'hui? Je ne suis pas pessimiste, d'abord parce que c'est pas dans ma nature d'être pessimiste. Je ne crois pas, dans l'état actuel des choses, que le risque, notamment celui que l'on évoque, d'une éventuelle récession, soit à nos portes. Mais il faut être vigilant. Tout dépend de la faculté que nous aurons de nous entendre ensemble. Alors cela me conduit à dire, et c'est aussi un peu une réponse à M. Servan-Schreiber, que derrière sa question, il y avait en réalité la suivante. M. Chirac, pensez-vous qu'on va vers la récession? Car s'il n'avait pas eu cette idée derrière la tête, il ne m'aurait pas demandé s'il fallait modifier notre budget. Eh bien, je ne m'associe pas à ceux qui crient récession, récession. Quand on gouverne, on ne doit pas cultiver le pessimisme. Il faut être vigilant, il faut être sérieux. J'essaye d'être l'un et l'autre. Il y a des problèmes, eh bien, nous y ferons face. Si vous le voulez bien, Monsieur le Premier ministre, rapidement maintenant, quelques petites questions de politique intérieure. On y reste encore quelques instants, à commencer par des questions de téléspectateurs de Canal+. Oui, toutes ces questions tournent autour de l'élection présidentielle et de votre avenir de présidentiable. Alors, première question, est-ce que vous préférez avoir devant vous au second tour M. Barre ou M. Mitterrand? Je n'exprimerai pas de choix, mais je préférerais effectivement au second tour avoir M. Barre pour une raison tout à fait simple. C'est que là, je serais absolument sûr que c'est un candidat issu de l'actuelle majorité qui serait élu. Alors justement, deuxième question des téléspectateurs de Canal+. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la stratégie que vous menez et celle de Raymond Barre sont deux stratégies qui vont conduire la majorité à l'échec? J'observe que, et c'est tout à fait d'ailleurs indispensable, la cohésion de la majorité est actuellement plus forte qu'elle ne l'a jamais été. J'espère simplement que cela continuera et je ferai tout pour que ce soit le cas. Alors, troisième question, si l'histoire se répète, si M. Mitterrand est réélu, si la composition parlementaire ne change pas et s'il vous appelle pour devenir à nouveau Premier ministre, qu'est-ce que vous répondrez? Et là, il y a trop de si pour que je puisse faire une réponse sérieuse. Alors, c'est une question de téléspectateur. Oui, j'entends bien, mais enfin, il y a trop de si. Alors, je dis à nos téléspectateurs que je regrette de ne pas pouvoir lui répondre. On conclut par deux petites questions d'actualité. Les sondages qui donnent Jean-Marie Le Pen en baisse, vous y attendiez? Vous savez, moi, je ne crois pas que le courant extrémiste en France soit un courant fort et réel. Je crois qu'il comporte une part d'illusion et que cette illusion est en train de s'affaiblir. Dernière question, et puis après on passe à la politique étrangère. Le président de la République, M. François Mitterrand, est-il déjà entré en campagne, comme le laissent entendre certains de vos amis politiques? Il est très difficile de porter un jugement qui ne pourrait être que personnel. C'est vrai que l'on observe régulièrement, notamment à la sortie du Conseil des ministres, des interventions du chef de l'État qui pourraient parfaitement s'inscrire dans une stratégie électorale, mais je ne veux pas faire le moindre procès d'intention à cet égard. Monsieur le Premier ministre, si vous le voulez bien, dans un instant, on parle de votre visite en Israël, on parle de tout ce qui se passe en Union soviétique et en Chine. Monsieur le Premier ministre, une question simple, mais vous n'y avez pas encore répondu souvent. Croyez-vous à un changement intérieur profond, sérieux, en Union soviétique?
J'ai eu de très longs entretiens avec M. Gorbatchev et je crois à la volonté de M. Gorbatchev d'engager l'Union soviétique, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, et de poursuivre un changement. Un changement qui n'est pas idéologique, mais qui, dans son esprit, me semble-t-il, consisterait à rendre le système socialiste efficace. Il y croit. En tous les cas, j'observe des évolutions qui sont positives, vues de l'extérieur. Et par conséquent, je souhaite que cet effort engagé par M. Gorbatchev se poursuive et soit couronné de succès. La tâche, j'imagine, est fort difficile. Question anecdotique, est-ce que vous avez su ce qu'il avait fait quand il a disparu pendant plusieurs semaines cet été? J'ai lu les journaux comme vous et je n'ai rien su. Vous n'avez pas de réseau d'information qui vous a permis de savoir aucun ce qu'il réseau avait fait? d'information qui m'ait appris quoi que ce soit. Une question de militaire. téléspectateur. Oui, à propos de M. Gorbatchev. Un téléspectateur dit M. Gorbatchev doit bientôt rencontrer le président Reagan. Il doit y avoir un sommet. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant que vous preniez rendez-vous avant et que vous rencontriez avant le numéro 1 soviétique, avant qu'il aille aux États-Unis? Je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Il sait parfaitement ce que pense la France et notamment ce que je pense. Nous en avons longuement discuté. Je souhaite que l'entretien avec M. Reagan se traduise par un pas en avant dans le sens du désarmement, et pas seulement du désarmement en Europe. C'est-à-dire que je souhaite ardemment que l'accord prévoit les modalités d'un désarmement des deux grands arsenaux nucléaires russes et américains, et engage aussi une procédure permettant de diminuer l'arsenal conventionnel et chimique qui est beaucoup plus important à l'Est en Europe qu'il ne l'est à l'Ouest. Alors je souhaite que cela ne se limite pas à une simple affaire européenne, comme c'est le cas avec les deux options zéro. En Chine, même évolution positive, d'après vous? Oui, je crois aussi que l'évolution en Chine est une évolution positive. Je connais bien M. Deng Xiaoping depuis fort longtemps et j'ai pour lui beaucoup d'estime. Je trouve que c'est un personnage tout à fait exceptionnel et qui aura fait de très grandes choses pour son pays. Je crois que les derniers événements en Chine sont la marque très profonde de la réussite de sa vision de la Chine, et je souhaite que là encore ce progrès se poursuive. On va pouvoir faire un peu plus de commerce avec la Chine? Nous devrions, n'est-ce pas? Nous avons de très bonnes relations politiques avec la Chine, d'excellentes relations culturelles et des relations commerciales insuffisantes. C'est peut-être aussi de notre faute. Et je souhaite vivement, et je ne cesse d'encourager tout ce qui peut nous permettre de développer nos échanges économiques avec la Chine. Alors, votre voyage en Israël, beaucoup de monde a applaudi, mais on vous a accusé aussi un peu d'en avoir trop fait. En tout cas, d'en avoir fait un peu plus que vos prédécesseurs dans la tradition gaulliste. Vous êtes le premier ministre gaulliste qui va en Israël. Je n'ai jamais observé que dans le comportement ni du général de Gaulle ni de Georges Pompidou, à partir du moment où l'on admettait qu'ils étaient en charge des intérêts de la France, le moindre sentiment anti-israélien. Et j'ai pensé que le moment était venu de mettre un terme à ce qui pouvait y avoir de malentendus passionnels entre deux pays qui ont beaucoup en commun et qui ont en fait beaucoup d'estime l'un pour l'autre. Et j'ai donc souhaité, par mon voyage en Israël, participer à l'amélioration de ce climat et à l'effacement de ces malentendus. Là, excusez-moi, là vous nous faites la réponse officielle. Mais enfin, c'est ce que je ressens. Mais tout de même, vous avez dû vous poser un certain nombre de questions en allant en Israël. Vous avez dû vous demander aussi simplement sur le plan de notre politique étrangère, de la France, si ça n'allait pas poser quelques problèmes avec les pays arabes voisins, ne serait-ce qu'en raison de la situation qui règne dans le Golfe Persique et dans toute la région. Vous savez, chacun connaît, et depuis longtemps, les sentiments qui sont les miens et qui, alors là, pour le coup, sont dans le droit fil d'une pensée que je respecte et qui est la pensée gaulliste et qui est, à mes yeux, toujours d'actualité. Tout le monde connaît mes relations avec la quasi-totalité des
pays arabes, de leur gouvernement, de leur chef d'État. Et je ne crois pas être suspect dans ce domaine. Je suis également convaincu que si la France veut jouer le rôle qui est le sien, et qui, au Proche et au Moyen-Orient, est un rôle historique, fort ancien, il faut qu'elle ait, avec les uns et avec les autres, des relations qui lui permettent de jouer ce rôle. À quoi servirait, je dirais, l'amitié française aux pays arabes si nous n'avions pas de possibilité de dialogue avec Israël, et réciproquement, et réciproquement. Or, la France, je le répète, est impliquée au Moyen-Orient. Beaucoup d'hommes et de femmes dans ces régions connaissent depuis longtemps la France, et pas seulement au Liban. La France a une place dans leur cœur, et pas seulement dans leur diplomatie et leurs esprits. La France n'a pas de moyens considérables pour faciliter l'évolution des choses, mais elle a une responsabilité et doit l'assumer, ce qui implique qu'elle respecte chacun des États qui composent la zone et qu'elle soit en situation de parler avec les uns et les autres. Si je comprends bien, donc, vous faites évoluer un peu la théorie gaulliste en matière de politique étrangère dans cette région. Je ne vois pas ce qui vous permet de dire ça. La théorie gaulliste n'a jamais été une théorie anti-israélienne. J'ai réaffirmé clairement la position de la France en Israël. Je l'ai fait naturellement dans le cadre d'une amitié, d'un respect mutuel, dû notamment à nos origines et au sentiment que se portent spontanément nos peuples. Éric ? Oui, je voudrais vous poser une question à propos des otages français au Liban, puisqu'on vient d'aborder les problèmes du Moyen-Orient et des pays arabes. Je voudrais savoir où vous en êtes dans les négociations, s'il y a des nouvelles négociations, des tractations, car M. Jean-Bernard Raymond, mercredi dernier, à l'Assemblée nationale, a fait une déclaration qui était très pessimiste. Mais, cher monsieur, je vous dirais simplement deux choses. La première, c'est que il n'est pratiquement pas de jour sans que je pense à ce problème. J'ai énormément investi dans ce domaine. Nous avons réussi à faire rentrer ici 5 otages. Il en reste encore 5. Mais personne ne le conteste, Monsieur Oui, le Premier ministre. non. Simplement, on voudrait savoir si, au jour d'aujourd'hui, vous avez vous donné une raison d'espérer aux familles, par Alors, exemple. ma deuxième réflexion, c'est que je n'ai jamais voulu faire de commentaires publics dans ce domaine, et encore moins faire allusion à telle ou telle démarche ou à la politique que nous menons dans cette affaire. Car je suis persuadé, je ne prétends pas avoir raison, mais je suis tout à fait persuadé que seule une totale discrétion nous permettra peut-être, je l'espère, de poursuivre sur la voie des libérations de nos otages. Dans un instant, Monsieur le Premier ministre, les images un peu plus amusantes de la semaine et puis les faits de société. Sensation garantie dans cette course samedi dernier en Angleterre. Certains spectateurs captivés ont oublié l'heure de la marée. Un immeuble 4 étoiles pour chiens. Au Japon, ce bâtiment a été entièrement conçu pour leur faciliter la vie et résoudre ainsi les problèmes de cohabitation avec leur maître. L'animal possède une entrée individuelle ainsi qu'une douche et un frigo dans l'appartement. Une fois par mois, on procède au toilettage. Un vétérinaire passe aussi régulièrement pour s'assurer de la santé de l'être aimé. La vie, mais aussi la mort. On y trouve tout pour des funérailles. Comptez 350 francs pour une urne avec service de crémation bouddhiste. Ça irait mieux entre Charles et Diana. Les Britanniques ont eu très peur lorsque le prince Charles est venu sans sa femme au mariage de sa cousine Amanda. L'essentiel de la famille royale était pourtant présente. Le couple est-il brouillé? Depuis 1 mois et demi, ils n'ont passé que quelques heures ensemble, relevait alors la presse britannique. Happy end provisoire.
Visite d'une semaine en Allemagne fédérale. Près de 200 journalistes ont pu constater avec soulagement les sourires complices du couple princier et apprécier les compliments du prince Charles. In 1985, when she visited one of the British regiments stationed here in her capacity as one of the more glamorous colonels in the British Army. They're here for 2 nights, giving a triple bill of work set to music by Stravinsky. Poète et éditeur, artisan des mots, Pierre Segers est mort à 81 ans. Sa collection la plus célèbre, Poète d'aujourd'hui, a contribué à sortir la poésie de sa tour d'ivoire. La poésie, c'est essentiellement la liberté. Même dans les conditions les plus difficiles, les plus défavorables, le poète est un homme qui porte en lui un monde d'espoir, d'espérance, de liberté, même à travers toutes les menaces, n'est-ce pas, qui pèsent sur tout le monde. Il y a un au-delà, une sorte de foi, si vous voulez, en la vie. Ça fait partie du Jacques Chirac un peu plus secret, mais la mort de Segers vous a touché? Oui, elle m'a touché. C'était un des très rares hommes que j'ai beaucoup admiré, beaucoup respecté et beaucoup aimé. Alors, elle m'a touché. C'est un homme admirable. Il ne faut pas dire qu'il est mort à 81 ans. Il était toujours resté aussi jeune, comme beaucoup de vrais et d'authentiques poètes. Vous avez le temps de faire autre chose que votre métier de Premier ministre? Pas beaucoup en ce moment, pas beaucoup. C'est-à-dire que vous avez le temps de lire un... Vous aimez, paraît-il, la poésie, c'est ce qu'on lit dans les livres qui sortent sur vous en ce moment, mais quand est-ce que ça se passe dans votre emploi du temps? Beaucoup moins souvent que je ne le souhaiterais. C'est-à-dire, quand est-ce que le Premier ministre prend le temps de faire autre chose que son métier de Premier ministre? Vous allez au cinéma encore aujourd'hui? Vous allez regarder la télévision? Fort peu. J'ai vu tout récemment un superbe film de Christophe Lambert, Le Sicilien, mais je n'étais pas allé au cinéma depuis déjà un certain temps. Et on ne peut pas tout faire. Bon, alors il faut choisir. C'est-à-dire que vous laissez votre ministre de la Culture faire ce qu'il veut, puisque vous ne pouvez pas le contrôler sur ses activités. Je suis sûr qu'il fait les choses parfaitement bien, et je lui fais toute confiance. Sinon, il ne serait pas mon ministre de la Culture. Sur cette partie de l'actualité, je vous pose encore une lui, question. Au moins, est un ministre sérieux. Sur cette partie de l'actualité, on termine par Charles et Diana. Ça vous fait plaisir que le couple aille mieux, non? Sans aucun doute. Moi, je suis pour la paix dans les ménages, vous savez. Je suis très heureux si ça va mieux. Ou si ça va bien, tout court. On est parfois surpris du regard que les étrangers portent sur nous. La semaine dernière, la grande chaîne américaine CBS, privée de son correspondant parisien, momentanément absent, a fait revenir d'urgence à Paris son envoyé spécial permanent au Moyen-Orient. Motif de cette urgence, on allait présenter à la presse un projet de siège électrique dans les taxis pour assurer la sécurité des chauffeurs parisiens. La démonstration a eu lieu un jeudi après-midi. Le soir même, des millions d'Américains étaient les témoins de cette présentation électrisante, pour reprendre les termes du présentateur américain bien connu Dan Rather. Ce sera la télévision des autres, traduite au mot à mot par Emma Lee. Good evening. This is the CBS Evening News. Dan Rather reporting. Ils ressemblent peut-être à tout le monde, mais en fait, il s'agit d'une confrérie notoire qui terrorise le monde civilisé depuis des générations. Les chauffeurs de taxi français. Les Européens vont démonter leurs missiles à moyenne portée, mais les taxis parisiens essayent une nouvelle arme meurtrière pour renforcer leur arsenal habituel de l'arrogance, du mépris et du dédain. C'est la chaise électrique, 52 000 volts dirigée vers la banquette arrière. 5 prototypes se baladent déjà dans la ville. We don't want really taxis to be turned into torture chambers. Jean-Claude Delarue, qui représente les usagers, a refusé l'invitation de tester l'appareil lors d'une démonstration aujourd'hui à Paris. Unique volontaire, le chef du syndicat des transports, dont les membres veulent enrayer le nombre croissant des agressions sur les chauffeurs de taxi. Le fabricant est présent. Coût de l'appareil, $1000, presque le prix d'un bon repas ici. Son message, rien à craindre. Facile à dire. 3, 2, un coup de pied discret. Force to frap, force to zap.
Une façon choc de remettre les gens à leur place. Les chauffeurs disent qu'ils ne zapperont que les malfaiteurs. Mais comment les empêcher de griller leurs clients anglophones, ou ceux qui sentent l'ail, ou encore ceux qui ne laisseraient pas un pourboire de 20%? Le siège électrisant à Paris, c'est déjà inquiétant. Mais imaginez que cet engin tombe entre les mains des taxis de New York. Bob Simon, CBS News, Paris. Blazing Saddles. That's the CBS Evening News. Dan Rather. See you tomorrow. Good night. Monsieur le Premier ministre, ça pose deux problèmes. Le problème des taxis, si vous voulez en dire un petit mot sur les taxis à Paris, mais aussi surtout le problème de l'insécurité dans laquelle les Français se croient, vivent. Et là, ça demande une réponse de votre part un peu plus sérieuse sur le bilan d'un an et demi, près de 2 ans de votre gouvernement. D'abord, un petit mot sur les taxis, parce que c'est tout de même, il y a je ne sais plus combien, 20 millions d'Américains qui ont vu ce reportage et qui vont... Oui. Les taxis parisiens, d'abord, sont d'excellents taxis, à tous égards. Et lorsqu'on fait la comparaison avec ce que l'on peut trouver dans les grandes villes, notamment anglo-saxonnes, eh bien, je dois dire qu'on est fier d'être parisien. Sauf dans les villes anglo-saxonnes, si vous le permettez, il y en a beaucoup plus. Enfin, on va pas en prendre un débat là-dessus. Il y en a plus, c'est vrai. Mais on est tout de même beaucoup mieux traité par les taxis parisiens que où que ce soit ailleurs. Ils y ont du mérite, compte tenu des conditions de circulation. Et puis, il y a le problème, naturellement, de l'insécurité, des agressions dont ils sont victimes. On l'a vu encore récemment de façon dramatique. Alors nous cherchons ensemble les moyens de les protéger. Et il ne faut pas rire de la mise en œuvre de ces moyens. C'est tout à fait irresponsable, même si on veut le faire sur le mode plaisant, comme l'a fait Dan Rather tout à l'heure. Ce n'est pas d'ailleurs ce système qui a le plus de chances d'être développé. Mais nous avons un certain nombre d'autres idées et d'autres systèmes que nous développons et qui permettront petit à petit de renforcer la sécurité des chauffeurs de taxi parisiens. Alors, si on élargit le problème, avez-vous le sentiment d'avoir progressé par rapport à l'insécurité qui pouvait régner il y a 2 ans en France? Est-ce que Charles Pasqua, vous lui donnez une médaille et tout à fait. Pandro aussi? Absolument. Et la médaille la plus élevée. C'est pas moi qui le dis. Ce sont d'une part les statistiques et deuxièmement l'opinion publique. Vous aurez observé que depuis 2 ans, la psychose relative à l'insécurité, et je ne parle pas là du terrorisme, qui est un aspect très particulier de l'insécurité, mais je parle de la délinquance et de la criminalité, a fortement baissé. D'ailleurs, dans tous les sondages que vous pouvez voir, vous voyez qu'il y a un grand recul dans les préoccupations des Français par rapport à d'autres de la délinquance et de la criminalité. Ceci s'expliquant par un fait qui est corroboré par les statistiques, c'est-à-dire que la délinquance et la criminalité ont baissé sensiblement, insuffisamment, mais sensiblement. Et vous en revendiquez, c'est votre fête, c'est votre mérite. Ça nous en revendiquons, enfin le ministre de l'Intérieur, par son action, et le gouvernement plus généralement, par les mesures qui ont été prises sur le plan législatif, par l'augmentation des moyens en personnel et en matériel d'une police qui également, par la confiance qu'on lui a apportée, s'est mobilisée et a fait des opérations très spectaculaires, mais aussi un travail quotidien très en profondeur. Tout cela s'est traduit par une amélioration de la sécurité de nos concitoyens. Nous étions sur une pente extrêmement dangereuse. On a cessé cette dégradation, on a remonté la pente et il y a encore beaucoup à faire. Et ça, c'est pour nous une ambition sans réserve et que nous poursuivrons avec ténacité. Nous avons suffisamment souffert du laxisme dans ce domaine, du fait qu'on ne prenait pas en cause réellement les besoins de sécurité, qui est la première des libertés, celle d'aller, de venir, de posséder sans être agressé ou détroussé, pour ne pas poursuivre cette action qui est la nôtre, qui a eu un résultat très positif et que nous améliorerons de mois en mois. Je ne dis pas d'année en année, mais de mois en mois. Grâce à l'hebdomadaire L'Illustration, le grand album souvenir de l'actualité, un siècle de reportages, je vous le rappelle, entre 1843 et 1943, nous allons donc retrouver un sujet que traitaient également un certain nombre de journaux ces jours-ci. Le grand banquet des maires. Cette année, ce banquet a rassemblé, sous la présidence du Premier ministre, donc maire de Paris, plus de 3000 convives avec 1500 cuisiniers. Non, plus de 15 000 convives. 15 000 convives, pardon. Eh bien, ce n'était rien. Il paraît qu'en 1888, le premier banquet de ce genre avait réuni plus de 20 000 personnes. On servait à boire, ou tout au moins on servait le vin avec des arrosoirs, relevaient alors les reporters de l'Illustration.
Henri de Turenne, en tout cas, s'est remis dans leur pas pour la mémoire. C'est en automobile que les organisateurs ont dû surveiller les préparatifs du gigantesque banquet des maires de France donné à l'occasion de l'exposition de 1900. Car ils étaient 22 000, les 2/3 des magistrats municipaux qui avaient répondu cette année à l'invitation du président de la République, M. Loubet. Carte vivante de la France, assemblée sous des tentes immenses dressées dans les jardins des Tuileries et dont la plus grande ici avait 500 mètres de long. Le 22 septembre avait été choisi pour marquer l'anniversaire de la fondation en 1792 de la République à laquelle le président Loubet a porté un toast. En 12 ans, le banquet des maires est devenu une tradition. C'est en 1888, en effet, que le président Sadi Carnot eut le premier l'idée d'inviter les maires de nos provinces à la revue du 14 juillet, à un grand dîner offert au Champ de Mars à 5000 d'entre eux et à un majestueux feu d'artifice tiré du 2e étage de la Tour Eiffel alors en construction. Dès l'année suivante, en 1889, ils étaient 15 000, dont un caïd d'Algérie en burnous rouge, qui défilèrent sous les acclamations d'une foule patriotique de l'hôtel de ville au palais de l'Industrie, où un dîner monstre avait été organisé par les soins de la maison Potel et Chabot. Plus de 15 000 chaises, 80 000 assiettes et verres, attention la casse, 2 000 dindes, 8 cuisinières à vapeur, 100 mètres queues et 500 serveurs, et des tonneaux de mayonnaise. Le président de la République devait déclarer aux 15 000 élus saints de l'écharpe tricolore « Vous êtes les racines profondes de la nation ». Monsieur le Premier ministre, pour conclure, il y a une qualité que tout le monde politique vous reconnaît, c'est que vous êtes un grand républicain. Je crois que ce genre de cérémonie, ça doit vous plaire. Oui. Vous vous sentez à l'aise, non? Tout à fait, tout à fait. Je trouve que les maires sont l'incarnation d'une certaine idée que nous nous faisons de la démocratie du quotidien et aussi de la République, et que leur rendre hommage à intervalles réguliers, c'est rappeler les racines, effectivement, de notre système politique, dont nous sommes fiers et que nous aimons. Alors, vous avez accepté de terminer cette émission comme avec tous nos autres invités, c'est-à-dire que votre travail maintenant, c'est de poser une question à notre invité de la semaine prochaine. Notre invité de la semaine prochaine, c'est Edmond Maire. Question du Premier ministre Jacques Chirac à Edmond Maire. Avant de poser la question, je voudrais simplement vous dire, je crois que c'est pratiquement votre 3e anniversaire De Canal+. De Canal+. Et vous féliciter avec d'autant plus de joie que je me suis trouvé associé pratiquement à votre naissance, puisque, faisant un club de la presse le jour de votre première ou d'une de vos toutes premières émissions, je suis passé en direct et non codé sur les antennes de Canal+. Et donc, je vous souhaite un bon anniversaire. Vous aurez, monsieur Edmond Maire, je voudrais effectivement lui poser une question qui ne l'étonnera pas. Le problème de notre pays aujourd'hui, c'est d'améliorer sa compétitivité pour retrouver ses parts de marché à l'extérieur et à l'intérieur, pour sa propre production, et pour ainsi lutter contre le chômage. Pour cela, il faut investir. Il faut investir dans les machines, dans le matériel. Ça évolue très bien. De ce point de vue, nous n'avons pas d'inquiétude. Il faut investir dans l'intelligence, dans la formation. Et là, nous avons du retard. D'où une priorité qui doit être impérativement donnée à l'éducation et à la formation. Ceci est de la responsabilité de l'État pour l'éducation. Pour la formation, cela ne peut qu'être le résultat d'une concertation avec les organisations syndicales et professionnelles. Nous avons engagé toute une série d'actions depuis 18 mois et qui ont, je pense, amélioré la situation. Insuffisamment. Et c'est l'avenir de notre pays qui est en cause. Alors je voudrais demander à M. Edmond Maire quelle est, selon lui, l'action ou quelles sont les actions qui doivent être engagées ou amplifiées pour améliorer la qualification des travailleurs
qui est une nécessité absolue pour que notre pays soit compétitif dans les années qui viennent. Merci, Monsieur le Premier ministre. Réponse d'Edmond Maire samedi prochain à la même heure. Bon week-end à tous.